Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le grand journal de Radio J. Vous êtes politiste, enseignant à Sciences Po et c'est comme un peu un retour au début des années 2010. Hier, une attaque au drone contre une académie militaire du régime d'Assad en Syrie a fait 110 morts. Ça s'est passé à Homs, une ville qui a aussi été l'un des fiefs de la résistance au régime d'Assad. Que se passe-t-il, Nicolas Tenzer ? Eh bien, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de manifestations en Syrie contre le régime, d'hommes et de femmes qui descendent dans la rue, qui protestent malgré la répression, pour demander le départ d'Assad, pour demander la dignité, la liberté. Et puis on voit que derrière, il y a un certain nombre d'autres forces qui perçoivent qu'aujourd'hui, la Syrie est évidemment un régime de plus en plus affaibli, que tous les récits selon lesquels Assad aurait gagné la guerre sont totalement faux, et que on voit aussi, même s'il y a toujours des attaques russes extrêmement meurtrières contre la région d'Idlib, avec des frappes délibérées sur les civils, ce qui existe malheureusement depuis 12 ans, on s'aperçoit que quand même les Russes sont un peu moins présents. Les Iraniens ne parviennent pas non plus à aider complètement le régime Assad, et donc voilà, on peut avoir aujourd'hui un certain nombre de puissances ou de groupes, tout simplement, puisqu'on ne connaît pas exactement l'origine de cette frappe, qui peuvent faire des dégâts dans les rangs du régime, et c'est une bonne chose. Le régime parle d'organisation terroriste. Est-ce qu'il y a aussi des mouvements terroristes qui sont toujours implantés en Syrie, par exemple des mouvements islamistes, djihadistes, Al-Qaïda, Daesh? Alors, il y a deux choses. D'abord, premièrement, le récit sur les terroristes, entre guillemets, c'est un vieux récit qu'utilise le régime Assad, ainsi d'ailleurs que les Russes, pour désigner toute forme de résistance et d'opposition. Ça, c'est quand même la première chose. La deuxième chose, bien sûr, il existe toujours un certain nombre de régimes, plutôt de mouvements islamistes durs, contre lesquels d'ailleurs les opposants à Assad, notamment dans la région d'Idlib, donc il y a une région qui n'est pas aux mains d'Assad, protestent également. C'est-à-dire que vous avez du côté de la résistance syrienne une double opposition à la fois à ces mouvements islamistes, je pense notamment au groupe HTS qui est un groupe extrémiste, et au régime Assad. Mais bien sûr, il y a toujours ces groupes, et c'est vrai que le chaos syrien aujourd'hui ne peut qu'encourager ces groupes également à prospérer. À plus long terme d'ailleurs, le maintien du régime Assad aura une conséquence sur la montée de ces groupes radicaux en Syrie et ailleurs de manière catastrophique. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il faut absolument que ce régime tombe, parce que c'est une sorte de porte ouverte à plus de déstabilisation de ce pays. Plus il y a de démocratie, moins il y a de groupes djihadistes. Ça fonctionne comme ça en termes de vases communicantes? Alors, ça fonctionne en partie comme cela, pas totalement bien sûr, parce qu'on peut avoir des groupes islamistes qui prospèrent malheureusement, même en démocratie, on le sait. En revanche, que quand vous avez une population qui est totalement opprimée depuis si longtemps, bien avant le début de la guerre d'Assad contre son propre peuple rejoint par la Russie et par l'Iran, vous avez des gens qui protestent de toutes les façons, des gens qui sont aussi qui ne vont des enfants, des jeunes qui ne vont plus à l'école, et qui peuvent être une proie facile pour ces groupes qui leur disent nous sommes la seule force de résistance à Assad, et ça c'est absolument catastrophique. C'est d'ailleurs vraiment une sorte de modèle que suivent tous ces régimes dictatoriaux, pas seulement d'ailleurs en Syrie, c'est aussi une tendance, alors moins prononcée peut-être, mais quand même en Égypte, que de dire finalement c'est soit nous, soit les islamistes, et qui essayent pour ce faire de détruire, de tuer, d'emprisonner tous les groupes qui pourraient être plus modérés, libéraux, démocratiques, précisément pour essayer d'installer dans l'esprit de l'opinion publique occidentale que c'est soit ces groupes totalement répressifs et meurtriers, Assad c'est 1 million de morts, il ne faut jamais l'oublier, soit effectivement des groupes qui sont aussi, tout aussi abominables. Vous avez employé tout à l'heure, Nicolas Tenzer, le mot de chaos pour caractériser la situation en Syrie. Ce chaos et la Syrie, ça a aussi une frontière avec Israël. Est-ce qu'il faut craindre des répercussions à l'heure actuelle sur Israël par rapport à ce qui se passe? Alors pas par rapport à ce qui se passe, je dirais spécifiquement aujourd'hui, mais c'est vrai que le chaos syrien
dans lequel vous avez évidemment aussi bien des mercenaires russes, même si un peu moins aujourd'hui semble-t-il en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais évidemment des forces iraniennes et des groupes liés à l'Iran. Tout ceci n'est certainement pas bon pour la sécurité d'Israël. Je crois qu'il faut vraiment le répéter. Israël ne peut pas s'accommoder de la présence d'Assad parce que Assad, c'est le cas. Alors c'est aussi autre chose. Il faut jamais l'oublier. C'est également un trafic de drogue sur une grande échelle. Notamment, vous savez que le Hezbollah et le régime Assad, les deux de manière combinée, ont développé la production de Captagon, qui est une drogue dure, qui envahit des marchés du Moyen-Orient et de l'Occident. Ça aussi, c'est un facteur de chaos, bien sûr, absolument total. Vous avez des gens qui sont laissés pour compte, des gens qui sont sans éducation, notamment des enfants. Vous avez des gens qui essayent de vivre de n'importe quel moment. Donc, vous avez un État failli. Un État failli, c'est toujours, évidemment, une poudrière et un facteur d'instabilité pour tous les voisins. L'ONU appelle à une désescalade. Qui l'ONU peut appeler à la désescalade dans un contexte aussi difficile que celui que vous décrivez? Quels sont les interlocuteurs en fait, puisque il y en a tellement et il n'y en a pas assez en même temps? Oui, ben, il n'y en a pas. Vous savez, les paroles de l'ONU sur la désescalade, sur beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses montrent l'impuissance totale de cette organisation, dont le Conseil de sécurité est bloqué par les vétos russes et en partie chinois. Russes parce qu'il y a eu 18 vétos de la Russie depuis 2011 sur, je dirais, tout ce qui était aide humanitaire, résolution du conflit, etc. La Chine a suivi, je crois, 10 ou 11 fois. Donc ça veut dire les paroles de l'ONU n'ont plus aucune crédibilité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Vous n'avez pas d'interlocuteur pour plusieurs raisons. D'abord parce que Assad n'est pas un interlocuteur valable. Hein. C'est le pire criminel contre l'humanité du 21e siècle, avec des gens comme Béchir au Soudan et Poutine lui-même d'ailleurs. Et puis vous avez des groupes totalement divisés, dispersés, qui ne contrôlent même rien. Donc la désescalade, dans ce cas-là, c'est un mot totalement vide. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir été aujourd'hui avec nous dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes politiste et enseignant à Sciences Po. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci Massato, au revoir.